Je vais essayer de vous parler de la robotique au Japon parce que, donc, vous l'avez compris, dans le cadre du CNAM, nous faisons de la formation, mais nous faisons également de la recherche, donc plusieurs programmes de recherche. Je ne suis pas sociologue, je suis en management, je fais de la gestion. Mes travaux de recherche m'ont conduit au Japon à de nombreuses reprises pour travailler sur le management des connaissances. Et du coup, j'ai été amenée à travailler avec beaucoup d'établissements qui utilisaient la robotique et le numérique de manière beaucoup plus importante que nous ne le faisons chez nous. Alors, je me suis penchée plus précisément sur cette question parce qu'il y a aussi un aspect également fascinant de la robotique auprès des aidants, auprès des personnes âgées, auprès des malades. Et du coup, je vais vous livrer quelques résultats préliminaires. Alors, est-ce que le Japon peut être un laboratoire d'idées pour nous, en tout cas en la matière? Est-ce que les machines peuvent réellement prendre soin, comme pourraient le faire des personnes telles que nous sommes? Alors, vous l'avez dit, effectivement, robots, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Au départ, ils n'ont pas du tout vocation à nous remplacer. Ils ont plutôt vocation à nous aider à travailler mieux, plus vite, différemment, en tout cas pour nous soulager. Le terme robot vient du terme tchèque travail forcé. Si je ne m'abuse, qui est très récent, qui est du début du XXe siècle. Non, même pas. Une pièce de théâtre d'un auteur tout à fait obscur. Mais, je ne crois pas, je ne crois pas. À vérifier. Alors, les robots sont effectivement très anciens. Les premiers robots n'avaient rien de numérique et vous l'avez rappelé. Le numérique et la robotique peuvent avoir des définitions tout à fait différentes, mais il n'empêche que pour le cas qui nous occupe ici aujourd'hui, on parle bien des technologies de l'information et de la communication, y compris la robotique, qui viennent en aide aux soignants et aux personnes âgées. Aux soignants au sens large du terme. Alors, on est plutôt aujourd'hui dans une phase d'augmentation, beaucoup moins d'automatisation. C'est ce que nous attendons de l'ère numérique. C'est la rupture qu'il y a eu au début du XXIe siècle avec la robotique telle qu'on l'imaginait auparavant, le robot pour nous remplacer. La machine à laver a remplacé le fait de laver le linge à la main. L'augmentation, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. L'augmentation n'a pas pour vocation de nous remplacer, mais d'augmenter nos capacités, nos possibilités. Alors, la posture n'est pas du tout la même. Donc, au XIXe siècle, la machine fait ce qui est sale, ce qui est dangereux. Au XXe siècle, elle fait plutôt ce qui est monotone et ce qui est sans intérêt. Elle nous distribue des tickets de métro ou des tickets de train. Au XXIe siècle, on voit bien que les machines peuvent prendre des décisions beaucoup plus rapidement et de bien meilleures décisions que nous ne pourrions le faire. Quand vous rentrez, alors évidemment, ce n'est pas le cas des personnes âgées, mais quand vous rentrez dans un bloc opératoire pour vous faire opérer la colonne vertébrale ou le cerveau, si un chirurgien vous dit je vais vous opérer à l'ancienne sans robot, il faut changer de chirurgien. On a plutôt intérêt à se faire opérer à l'aide d'un robot qui lui saura repérer les variations du geste et saura réajuster la machine de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc on a plutôt intérêt à travailler avec ce type d'outils aujourd'hui, tant en médecine qu'en social et en médico-social. Alors, il n'empêche que toutes ces technologies peuvent effrayer. Et la raison en est simple. Elle a été soulignée tout à l'heure, on peut avoir le sentiment que nous pouvons être remplacés par la machine, que ce soit un algorithme, puisqu'un algorithme peut vous proposer des solutions de vente de produits bancaires mieux que ne pourrait le faire votre banquier. Donc on peut avoir des algorithmes qui remplacent efficacement l'être humain, la décision humaine, d'autant plus que comme on le voit sur ce schéma, alors c'est écrit en tout petit, et ça je l'ai fait exprès pour que ça ne vous rassure pas. Vous voyez en haut, vous avez le bénéfice des entreprises en pourcentage du PIB aux États-Unis. Donc on voit que malgré les fluctuations, quand même globalement, ça augmente entre 1950 et 2010. Ça augmente. La deuxième courbe, celle-ci, en revanche, la coupe verte, elle montre l'évolution des salaires en pourcentage du PIB. Donc d'un côté, vous avez les bénéfices des entreprises qui augmentent, mais on voit bien que le partage des richesses n'est pas tout à fait le même. Donc les bénéfices ne sont pas forcément redistribués en faveur du salaire. Donc le travail humain n'est pas une denrée rare sur le marché du travail. La preuve, il y a énormément de chômage. Donc quand on a des jobs à très faible valeur ajoutée qui peuvent être remplacés par des algorithmes, c'est là où il faut avoir peur.
Et effectivement, il y a une carte à jouer dans ce domaine en matière d'évolution des compétences et de repositionnement des métiers au sein du secteur sanitaire, social et médico-social. On va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, l'automatisation consiste réellement à économiser des ressources. Quand vous avez vous utilisez peut-être ça en EHPAD, des machines qui consistent à plier le linge, ou alors vos sous-traitants le font. Quand la machine va plier le linge, forcément, elle va le faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite. On a plutôt intérêt à utiliser ce type d'outils pour faire des économies de ressources. Mais en revanche, effectivement, c'est des actions extrêmement limitées. L'augmentation a plutôt pour mission, et c'est là où ça devrait nous rassurer, d'enrichir notre travail, à l'améliorer et donc du coup à le rendre beaucoup plus efficace aussi pour les personnes que nous prenons en charge. L'augmentation, c'est ce que de nombreux auteurs ont appelé la fameuse troisième révolution. Alors, la révolution après l'écriture et l'imprimerie, Michel Serres en a énormément parlé dans Petite Poussette, que je pense la plupart d'entre vous a lu. Jérémy Rifkin en a énormément parlé aussi, mais alors plutôt après des révolutions liées à des couples, le couple moteur à vapeur, moyen de transport, le deuxième couple moteur à combustion, réseau électrique, et le philosophe Milad Douei, historien des religions, Milad Douei, parle lui carrément de conversion numérique. Tant nos modes de pensée, nos façons d'être évoluent en fonction de l'utilisation du numérique. Donc de toute façon, peu importe, on ne va pas lutter contre ça, on ne peut pas dire c'est pas bien, non, ça serait tout à fait ridicule, on peut avoir des craintes à cet égard, mais le progrès est là, il existe, et à nous de se l'approprier à bon escient. Alors, peut-on avoir une vie facilitée grâce à la machine? Peut-être pas à tous les coups. Cette canne électronique, cette canne connectée, sans doute en avez-vous entendu parler. Elle a été présentée sur de nombreux salons. L'avez-vous vraiment vue utilisée par des personnes âgées? Je ne suis pas sûre. Donc, on voit beaucoup de produits sortir sur le marché. Alors, c'est un détail parmi d'autres. Mais tout n'est pas utile en la matière. Peut-être plus fréquemment, surtout à domicile, le pilulier électronique. Oui, ça peut être des choses extrêmement simples, finalement, d'utilisation. L'exosquelette HAL, que vous avez signalé, ça ne s'invente pas, et qui a été mis au point par une société qui s'appelle Cyberdyne. Pour ceux à qui ça peut rappeler des souvenirs, c'est l'entreprise Skynet. C'est le même terme qui est utilisé dans Terminator. Donc, je ne sais pas si c'est une nature à nous rassurer. Si vous me permettez, HAL aussi, c'est le nom du robot de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui lui-même a été pris sur IBM. Si vous rajoutez une lettre à IBM, vous avez HAL. Donc c'est un clin d'œil perpétuel du cinéma, qui nous alerte d'ailleurs. Alors, les exosquelettes ont des résultats absolument remarquables sur les personnes qui ont été victimes d'AVC, notamment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici de ce type de technologie, mais ça commence à être très répandu au Japon. Plus de 400 établissements sont équipés. La sécurité sociale allemande l'a pris en considération dès l'an dernier pour un prix moyen de 1 500 € par mois, la location et la maintenance dans les services, dans les SSR, par exemple, et puis aussi pour l'aide à la marche dans les EHPAD. Et puis ce type de technologie est aussi également utilisé par les professionnels de la santé lors de la manutention des résidents. Alors ça peut être en USLD, ça peut être en EHPAD, ça peut être aussi à domicile pour éviter les troubles musculo-squelettiques que vous connaissez bien, qui sont une source non négligeable d'arrêt, d'accidents du travail dans nos professions. Donc, ces technologies s'adressent tout à la fois aux personnes âgées et aux professionnels. Donc, en dépit de tous ces résultats encourageants, avons-nous, nous ici, réellement confiance dans ces technologies? Alors, je ne peux pas résister à cette digression. Le rapport au numérique et à la robotique n'est pas tout à fait le même en France et au Japon. Alors, vous l'avez abordé. Ça a été dit aussi par ma collègue précédemment. L'espérance de vie au Japon est extrêmement élevée. C'est l'une des plus élevées dans le monde. On vit vraiment très vieux. Mais le taux de natalité est aussi extrêmement bas. Donc on a des villes entières où vous avez plus de 60% de la population qui a plus de 65 ans. Donc vous avez des maires qui s'adressent à des universitaires, à des professionnels de la silver economy pour modifier
l'ensemble des transports, des services publics, de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus tournés vers la vie des personnes âgées et de leurs aidants lorsqu'il y en a encore. 127 millions d'habitants, la population chute de manière inexorable. Ils ne seront plus que 80 millions d'habitants à la fin du siècle. Donc la robotisation est vraiment soutenue par les pouvoirs publics, mais en réalité depuis très longtemps, depuis les années 70, mais là, pour le thème qui nous concerne, plus fortement depuis les années 90. Il faut pallier la baisse de la population active, favoriser la croissance et la productivité, trouver des solutions efficaces pour des personnes évidemment de plus en plus âgées et dépendantes, mais aussi trouver des solutions pour aider les professionnels qui manquent. Vous posiez la question tout à l'heure, quelqu'un a posé la question des professionnels, mais il va en manquer 4 millions dans pas très longtemps. Donc il faut bien trouver une solution pour les aider eux aussi. Et donc il y a des plans d'investissement massifs dans ce type de technologie, puisque le Japon, et je ne rentrerai pas dans les détails ici, n'a pas fait le choix de l'immigration. Donc depuis les années 90, des plans nationaux de développement des robots extrêmement nombreux pour stimuler l'innovation, l'emploi, la recherche. Donc il y a vraiment énormément d'argent public qui est investi dans le secteur. Par exemple, dès lors que vous proposez des machines à moins de 800 € qui peut servir à une personne âgée dans ses déplacements, dans ses gestes de la vie quotidienne, y compris dans sa toilette, le robot est quasiment pris en charge, en tout cas le développement et la commercialisation sont quasiment pris en charge à environ 70% par l'État. 325 000 robots industriels, nous en avons bien moins, 35 000. Donc vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans, il y en a beaucoup plus chez nos voisins européens, mais c'est pour vous montrer ce gap quand même qui est pas, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Il n'empêche qu'au marché mondial, et vous l'avez dit à juste titre, le marché de la robotique est en plein essor, mais quand même il est très faible. Regardez le chiffre, 19,2 millions de dollars, c'est pas mal, mais quand même, enfin c'est pas non plus extraordinaire. Mais il n'empêche que le ministère de l'Industrie japonais estime que la seule industrie nationale sera de l'ordre de 3,8 milliards en 2035. C'est-à-dire que le bond est spectaculaire d'année en année. Voilà, c'est un essor qui ne s'arrête pas. Et alors en 2035, vous voyez, un tiers de la population aura plus de 65 ans. Il faut vraiment trouver une solution. Alors, dans le prolongement de ce que vous avez dit, je reprendrai les propos de Jean-François Sabouret, qui est sociologue, qui est l'un de nos meilleurs chercheurs sur le Japon et connaît vraiment très bien le Japon. Et cette seule phrase explique que l'histoire même du Japon fait que nous ne pouvons pas leur ressembler déjà de ce point de vue quant à notre rapport lié au savoir et à la technologie. À chaque époque, le Japon semble faire preuve d'une grande célérité pour introduire en les maîtrisant les technologies venues d'ailleurs. Tout au cours de son histoire, il a dominé aussi bien les savoirs venus de Chine que ceux venus d'Occident. Dominer ici veut dire, contrairement à ce que l'on pourrait voir ou percevoir de la Chine, comprendre et refaire le même geste, c'est-à-dire recréer, puis à partir de là, améliorer, dépasser, inventer. Ils n'ont jamais été hermétiques à ce qui se passait autour d'eux. Ils ont toujours absorbé, approprié, transformé, contextualisé, amélioré et donc innové. C'est ce qui fait aussi que le Japon est passé d'un pays mais vraiment très pauvre et très peu industrialisé il y a quelques décennies à la puissance industrielle que l'on connaît aujourd'hui. Donc cette différence historique n'est pas sans impact sur ce que nous voyons aujourd'hui. Et puis il n'y a pas que ça. La culture et la philosophie et la religion, et j'y reviendrai, s'opposent aussi à ce que nous avons comme rapport à la technologie. La robotique fait partie intégrante de l'imaginaire au Japon. Alors, c'est l'art du Netsuke. Alors, revisiter. Alors, Netsuke, pour aller vite, ce sont des petites figurines qui peuvent être en bois ou en ivoire pour les plus sophistiqués, qui font partie de la tenue traditionnelle avec le kimono. Ça permet de tenir, etc. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais on a toujours vu ces petites figurines.
Et là, je vous conseille les très bons travaux de Denis Pérégalis du CNRS qui parlent très très bien de ça. Donc, on a l'habitude de représenter, de s'approprier, d'avoir ce type de représentation, mais y compris sous des formes parfois extrêmement humoristiques. Et on retrouve ces traces-là vraiment dans le passé. Alors là, vous voyez, en guise de clin d'œil, je ne sais pas si elle marche, j'ai inséré une image du petit robot de Toyota que les gens ont souvent dans leur voiture, parce qu'on peut se sentir extrêmement seul. On vit énormément seul au Japon. Et il n'est pas du tout incongru que de s'asseoir dans sa voiture et de parler à son petit robot. Alors chez nous, ça pourrait prêter à sourire. Et on pourrait trouver ça un brin ridicule. Ça ne l'est pas du tout au Japon. Et je peux vous dire que quand on y est, quand on le vit, on ne trouve pas ça du tout ridicule. On est seul, ben voilà, on discute, on parle avec son petit robot. Donc vous voyez déjà là aussi, c'est une manifestation contemporaine de notre différence. Et puis, la conjonction de tout ça fait que dès leur plus jeune âge, les élèves japonais sont imprégnés de la robotique. Ils participent à des concours où ils préparent leurs robots, leurs équipes de robots, de manière à être en compétition avec d'autres équipes de lycée. Et c'est à ceux qui auront les meilleures équipes de robots, ce sont des équipes de foot. Donc on organise des championnats, des tournois de foot, mais alors tout à fait sérieux, pour savoir quel est le lycée ou quel est le collège qui aura les meilleurs résultats. Donc c'est le fil rouge de toute une année scolaire. On prépare son équipe. Alors vous voyez, dès le plus jeune âge, on est habitué à manipuler la machine, à travailler avec et à jouer avec. Alors, s'agissant des philosophies dominantes et plus particulièrement du shintoïsme, contrairement à nous qui sommes plutôt attachés au principe de transcendance, là-bas c'est quand même quelque chose de tout à fait étranger. Nous sommes vraiment dans l'immanence. On est vraiment très différents de ce point de vue-là. Est immanent ce qui est contenu dans un être qui résulte de la nature même de cet être et non d'une action externe à cet être. Donc nous, on n'est quand même pas tout à fait là-dedans. Notre culture, nos philosophies nous prédisposent pas tout à fait à cela. Et c'est ce qui explique. Alors nous, on le connaît sous le terme d'Astro Boy. Au Japon, c'est Tetsuwan Atom. Et puis Gredinder pour Goldorak. Ce sont des personnages qui sont vivants, ce sont des robots. Astro Boy a été créé par un être humain dont le fils est mort. Et pour remplacer son fils mort, il crée un robot et il l'aime avec ces sentiments-là, les mêmes qu'il avait pour son fils. Vous voyez, chez nous, on n'a pas tout à fait la même relation à la machine. C'est pas tout à fait le cas au Japon. C'est pas du tout comme ça qu'on l'entend et on voit que dans l'imaginaire, c'est reproduit de cette manière. Chez nous, il est plutôt inquiétant le robot. C'est Robocop, c'est Terminator, même si parfois il se rattrape, mais quand même, c'est pas une figure tout à fait rassurante. Alors, ça, c'est le cimetière du mont Koya, excusez-moi, l'un des monts les plus sacrés au Japon, où il y a un grand cimetière. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans ces tombes, on peut y retrouver des objets. Alors là aussi, je pense que ça pourrait faire sourire chez nous. Quand j'en parle, souvent c'est la première réaction que l'on a, tellement que nous sommes éloignés de cela. On peut se faire enterrer avec son fauteuil roulant. Je prends cet exemple sciemment puisque c'est le thème qui nous rassemble. Puisque si notre proche a eu une belle vie et une belle fin de vie dans son fauteuil roulant, il n'a pas été fabriqué par personne, il a bien été fabriqué aussi par des humains. Le fauteuil roulant n'est qu'une prolongation de l'action humaine. Et ce fauteuil roulant, il a servi, il a été utile à une personne humaine que l'on a aimée. Donc, à ce titre, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être enterré avec notre proche. Donc, le rapport à l'objet n'est pas du tout le même. Il n'y a rien au-dessus de l'objet. L'objet, il est avec nous, il a été fait par nous. C'est une toile qui relie les objets et les hommes, puisque les objets ne sont qu'une prolongation de ce que nous sommes. Donc, forcément, on ne va pas les utiliser de la même manière. Ici, dans le temps qui m'est imparti, c'est difficile d'en dire plus, mais pour vous dire que quand même, on est assez éloigné de tout ça. Mais nous sommes, elle est là en réalité ma digression, nous sommes égaux
face à un phénomène observé par des neuroscientifiques, en tout cas remis au goût du jour par des neuroscientifiques, qui avait été identifié par Maury dans les années 70, mais qui avait été énormément remis en question parce que sans fondement scientifique. Et aujourd'hui, on en reparle beaucoup plus grâce aux neurosciences. Alors, je vous explique ce que c'est la vallée de l'étrange. Vous voyez ici, dans la flèche, la vallée, un trou, un creux, qui montre qu'on ne trouve pas aimable, des visages qui nous ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait nous. On aime bien des visages qui ne nous ressemblent pas du tout, ou qui nous ressemblent complètement. Entre les deux, on est mal à l'aise. Entre les deux, on a un sentiment de répulsion. Alors les neuroscientifiques vous expliqueraient que c'est notre cerveau reptilien qui nous alerte. Il y a un danger. On essaie de nous imiter, et il faut qu'on ait peur de cela. Et on n'a pas confiance. Donc non seulement on ne les trouve pas aimables, mais en plus on n'a pas confiance en eux. Donc là, nous sommes tous égaux face à cela. Moralité, il vaut mieux avoir des machines avec nous qui ne nous ressemblent pas du tout ou qui soient comme nous. Alors la difficulté, c'est quand même celle-ci. C'est pour ça que les prothèses, telles que vous les voyez ici, alors là, très colorées, qui ressemblent à des Legos, sont extrêmement prisées par les enfants, beaucoup plus que celle qui est au milieu, par exemple, qui n'inspire pas vraiment confiance et qu'on ne trouve pas très jolie. Mais tout mouvement humain déclenche l'empathie. Alors là, de prime abord, je pense que vous n'y aurez pas forcément pensé, et je vais vous montrer, j'essaie de faire vite tout de même, mais 1 minute... vous ne la verrez pas, parce que ça a déconnecté. Je vous l'enverrai. Quand vous regardez les photos des robots qui sont mis au point par Boston Dynamics, on se rend compte que dès qu'ils commencent à marcher, et si on les pousse et qu'on les regarde tomber, on a de la peine pour eux. On se dit, ils tombent, voilà. Ouais. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des machines. Si on les fait tomber, c'est pour faire des tests et personne n'a mal. Voilà. Et pourtant, on a un peu de peine pour eux. Donc, ça explique aussi que ce type de robot est l'attention des personnes âgées. Alors, pas seulement des personnes âgées, on le remarque aussi dans les urgences pédiatriques, par exemple. Mais en tout cas, ça ne déplaît pas forcément. Alors, comment peut réagir un professionnel face à la peur d'être remplacé par la machine ou la crainte de nuire à la qualité du lien social, comme vous l'avez expliqué? Donc, comment amorcer le changement en douceur? Il faut évidemment changer d'état d'esprit. Donc, il y a pas mal de travaux qui découlent de ça ces derniers temps. Et j'ai repris l'approche de Davenport et Kirby qui a été retravaillée depuis, mais qui est quand même tout à fait d'actualité, qui nous explique que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut changer. Il faut que nos métiers évoluent, qui que l'on soit, quel que soit notre secteur d'activité et quelle que soit la nature de notre diplôme. Alors, d'abord, pour les dirigeants, pour les cadres que vous êtes ici, changer notre rapport à l'environnement, questionner sans cesse nos compétences, se diplômer toujours plus ou se former toujours plus de manière à avoir, et c'est là le plus important, la vision la plus systémique de notre environnement, qu'il a toujours été volatile, incertain, complexe et ambigu, mais aujourd'hui, il semble l'être de plus en plus tant les choses s'accélèrent. Donc un dirigeant qui n'aurait qu'une vision comptable de son établissement ne sera pas, dans les années à venir, un bon dirigeant. Un bon dirigeant doit avoir la vision économique, sociale, culturelle, doit avoir la vision technologique, mais aussi au regard du développement durable, on en a parlé, politique de son environnement pour changer les éléments qui sont à l'intérieur de son établissement et voir loin avec cela. Il faut avoir une approche parallèle. Alors, cela va être là toute la difficulté, et ceux qui travaillent en EHPAD le savent bien. Il faut valoriser les connaissances dites tacites, ces connaissances qui sont très difficilement codifiables. Comment faire une procédure qui explique comment on reconnaît des visages? Ça, on ne sait pas faire. C'est très difficile d'écrire une procédure là-dessus. Nous le faisons de manière naturelle. Il est très difficile de mettre sur une procédure comment être bienveillant.
Eh bien, toutes ces qualités, toutes ces connaissances tacites qui ne sont pas encore à la portée de la machine, il est de notre devoir de les développer au centuple. Nous avons cette mission. Alors d'abord parce que ce sont des personnes fragiles et dépendantes qui sont accueillies, mais il n'empêche que si nous voulons vraiment nous distinguer d'algorithmes ou de certaines machines à venir, eh bien, il faut trouver une valeur ajoutée dans le boulot que nous apportons auprès des personnes âgées. Une approche inclusive, il faut évidemment maîtriser la technologie tout en étant capable d'intervenir sur son fonctionnement, sinon de toute façon ça nous rebute. Mais être incapable d'intervenir sur son fonctionnement, ce serait donner le pouvoir aux ingénieurs en quelque sorte. C'est pas du tout ce que l'on veut. Et pour donner un parallèle qui ne nous concerne pas directement ici, imaginez que le chirurgien ne puisse pas intervenir sur sa machine lors d'une opération. Vous voyez, ça ne nous donnerait pas non plus ni confiance à lui, ni confiance à nous. Donc il faut que les professionnels puissent intervenir sur le numérique, sur les outils qu'ils utilisent et sur les robots. Une approche hyper spécialisée. Il y a encore des tâches que nous ne pouvons pas automatiser. Et parfois, ça serait possible, mais faute de rentabilité, nous ne le faisons pas. C'est ce que la méthode appelle le travail de niche. Ce serait par exemple énormément développer des méthodes autour de la prise en charge non thérapeutique avec des méthodes comme Humanitude ou Montessori. Là, jusqu'à présent, vraiment, ça crée de la valeur et ça distingue de l'utilisation d'une machine. Une approche anticipatoire, et là, on n'est pas très bon. Ça permet aux professionnels de la santé, quels qu'ils soient, de participer aux innovations, élaborer les prochaines générations d'outils numériques. Et plus particulièrement en intelligence artificielle, on voit trop peu, à mon goût, de professionnels de la santé, par exemple, lors des hackathons. Alors, les hackathons, vous voyez un petit peu ce dont il s'agit ? Alors, les hackathons réunissent des professionnels, des universitaires, réunissent des malades, réunissent pour penser des technologies, généralement des applications, des petits robots d'accompagnement, pendant 2-3 jours. On voit beaucoup de professionnels, de start-upers, d'investisseurs, on voit beaucoup d'universitaires, on voit trop peu, à mon goût, de professionnels de la santé. Il y a trop peu de jonction entre ce qui se passe à l'intérieur des établissements et ce qui se passe dans le monde industriel. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voit aussi des sociétés développer leurs logiciels, peut-être un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, mais bien d'autres applications sans travailler nécessairement avec les professionnels qui vont les utiliser. Donc, il ne faut pas craindre le changement, évidemment, mais il faut le préparer le plus vite possible et déconstruire pour mieux reconstruire. Et les conditions du succès, et là, c'est pas sûr qu'on soit toujours confronté à ce cas de figure, c'est être un employeur éthique et pragmatique, convaincu que l'association de l'homme et du numérique est plus performante pour le service ou l'établissement. Si dès le départ on n'est pas convaincu de cela, il y a fort à parier que ce ne soit plus, la machine existe déjà, mais des professionnels qui apportent un plateau avec des verres d'eau aux personnes âgées cet été, mais plutôt une machine qui distribue les verres d'eau, puisqu'elle existe, qui passe entre les tables et qui propose les verres d'eau aux résidents, et être un employeur qui encourage chacun à faire évoluer son métier au regard de l'introduction du numérique. Et là, c'est pas gagné parce que les plans de formation, bien souvent, tels qu'ils sont effectués, alors pas forcément au sein de vos établissements, je me permettrai pas, mais tels qu'ils sont effectués, ne permettent pas de répondre à ces exigences-là. Va en formation qui veut, qui est disponible au moment d'y aller, indépendamment de la stratégie de l'établissement ou du groupe. Et puis on se rend compte 2-3 mois plus tard qu'on a suivi une formation à la gymnastique douce, et puis non, on a oublié de commander les plots et les matelas, et puis finalement on n'a pas le temps de le faire parce qu'on a oublié de prévoir ça au planning avec l'animatrice qui, elle, n'a pas suivi la formation et qui, du coup, n'a pas tellement envie qu'on le fasse. Vous voyez, donc ça pose cette question-là. Donc il va falloir vraiment évoluer, changer les méthodes de travail dans les établissements. Et aussi pouvoir intervenir dans la prise de décision. Et il faut évidemment travailler sur la remise à plat et l'acculturation au sein des professions. Et je rajouterai pour en terminer, et c'est là à mon sens l'un des plus grands chantiers, faire commun pour considérer l'établissement comme un commun, c'est-à-dire quand même revoir ensemble des règles de travail ensemble. Développer une organisation plus transversale où les équipes sont responsabilisées. Combien de fois est-ce qu'on entend dire que les cuisiniers ont préparé des mixés ou des hachés indépendamment de ce qu'avaient prévu les
les IDE, par exemple. Hein, et donc, du coup, on se retrouve avec un plateau qui n'est pas tout à fait conforme, mais en revanche, il est conforme à ce qu'a prévu la diététicienne, vous voyez. Donc, on a bien coché les cases. Donc, voilà, c'est extrêmement trivial, mais en réalité, un des défis, il est bien là. Et bien sûr, ça a été signalé à d'autres reprises, développer l'empowerment et la bientraitance, évidemment. Voilà, je vous remercie.